Palpable au CHPF. On en parle tout de suite avec notre invité, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Alors, le budget 2024 n'a toujours pas été adopté. Est-ce normal? Je connais l'implication de Mireille dans le CHPF. Elle le vit, elle le pense, et c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui on a beaucoup de dialogue. Nous soutenons l'hôpital, ce n'est pas une question. Les pouvoirs publics soutiennent l'hôpital, et on va mettre de l'argent, on en a déjà mis via la protection sociale généralisée, et on va encore en mettre via le budget et les collectifs qui va arriver. C'était annoncé, et c'est ce qui se fera. Le budget sera voté le 2 février, c'est ce qui est prévu au conseil d'administration. Le personnel s'inquiète. A-t-il raison de s'inquiéter aujourd'hui? Non, je ne pense pas, mais je suis prêt encore à les entendre, à les écouter pour en discuter. Je laisse le travail de la directrice de lien avec eux, mais mes portes sont toujours ouvertes. Alors, Fatir Haoum, nous allons poursuivre cette interview avec la dématérialisation des arrêts de travail. Mais avant, voyons ce reportage, car à partir du 22 janvier, déclarer un arrêt de travail sera plus simple. Fini les documents sur papier, le patient n'aura plus à se déplacer. La transmission des arrêts se fera désormais via l'application Atourou. Les détails avec Esteparo Cordet. Donc l'appli Atourou, c'est quoi? Apretato pour les assurés, Reva pour les employeurs et Rima pour les professionnels de santé, la CPS présente Atourou. L'application simplifie le circuit de l'arrêt de travail et rend obligatoire sa dématérialisation fixée par une loi de pays de novembre 2023. Cette application, donc, elle a été pensée par les équipes de la CPS effectivement pour faciliter le dépôt dans le délai de 48 heures de l'arrêt de travail à la fois à l'employeur et à la CPS, avec l'aide des médecins, puisque les médecins vont dorénavant donc saisir l'arrêt de travail sur leur e-service RIMA. La CPS accompagne ce changement jusqu'au 30 avril. Excite la version papier, sauf pour les personnes qui n'ont pas de connexion Internet. Et bien entendu, la dématérialisation préserve le secret médical. De toute façon, l'arrêt de travail est un conseil médical, c'est jamais une obligation. Nous sommes souvent confrontés à des arrêts que l'on souhaite mettre en place et le patient s'y oppose. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, la cause de l'arrêt de travail ne sera jamais connue de l'employeur. Donc on reste dans la même situation qu'avec la feuille papier actuelle, c'est que l'employeur ne sera jamais au courant du pourquoi le patient est arrêté. Dans le service concerné, les arrêts de travail explosent. 131 000 ont été délivrés l'an dernier, soit 500 arrêts par jour pour un coût total de 6 milliards de francs. Alors, les arrêts de travail représentaient plus de 3 milliards de francs en 2019, 5 milliards en 2021. À quel point ça pèse sur les comptes? Ça pèse sur les comptes nécessairement. Quand on parle d'arrêt de travail, on parle de la garantie que l'on donne à tout à chacun d'avoir un paiement de son salaire pendant qu'on est malade. C'est de ça dont on parle. C'est les cotisations, c'est la contrepartie des cotisations aussi. Jouer sur les arrêts de travail aujourd'hui via cette application, ça va permettre une chose en plus. Ça va permettre d'une part de simplifier quand on est au fond de son lit les choses, parce que malade au fond de son lit, on peut le déposer directement à son employeur. Mais ça permet surtout de connaître les causes de cet arrêt de travail, parce que le médecin aujourd'hui va saisir la cause de l'arrêt, la cause de la pathologie, et on pourra détecter au mieux le pourquoi des arrêts de travail. Et à terme, est-ce que ça permettrait également de mieux contrôler, peut-être de lutter contre les abus? Ça permettra aussi d'établir des... Il y a des abus, il y en aura toujours, tout le monde le sait. Il faudra une vraie politique de contrôle qui soit mise en parallèle. Pour autant, elle permettra de connaître les causes de ces arrêts. Et c'est là de mettre les politiques publiques de santé nécessaires qui permettront de réduire sur le fond les arrêts de travail et leurs causes. Puisqu'on parle de santé, on parle évidemment des comptes sociaux. Justement, où en est la réforme de la PSG annoncée par les gouvernements successifs depuis 15 ans? Complètement. C'est une chose auquel il faut s'atteler. On avait déjà annoncé qu'il fallait d'abord établir le budget de la CPS pour 2024 et que nous allons avancer ensemble. Le président, lors de ses vœux, à l'ensemble des partenaires et au CESEC, a indiqué la méthodologie que nous allions adopter, qui est celle du dialogue, des travaux de partenariat avec les partenaires sociaux, les associations et l'ensemble de la société civile pour évoluer petit à petit. Un calendrier a été établi, c'est sur lequel j'ai déjà travaillé. La première réunion de travail a eu lieu le 16 janvier avec le président du conseil d'administration de la CPS et le président du conseil stratégique de la protection sociale. Une lettre va partir à l'ensemble des partenaires pour qu'ils donnent leur avis sur ce calendrier de réforme, une thématique par mois,
un projet qui sera présenté, des idées qui seront récupérées sur la thématique auprès de chacun des partenaires intéressés à la thématique, et on avancera ensemble dans le dialogue. L'équité et la justice sont les maîtres mots de cette protection sociale renouvelée. Il sera bien sûr également question de financement. Avez-vous déjà aujourd'hui une idée de comment manquer le manque à gagner lié à la suppression de la TVA sociale? Le financement est une vraie question parce que aujourd'hui on peut assister à l'augmentation très importante du coût de la maladie par exemple. Et on ne va pas le cacher. Mais elle doit s'accompagner de la politique de la réforme fiscale qui est menée par mon confrère, le ministre de l'économie et des finances, Eliti Pomaré, avec qui je travaille conjointement. C'est deux réformes qui seront parallèles, mais qui seront à des moments interdépendants, puisque les partenaires en parleront eux aussi. De l'autre côté, nous allons travailler sur les prestations et sur les capacités à financer certaines choses ensemble aussi, au regard des cotisations. À quand la réforme exactement? Quand est-ce que tous les mois. Ce travail tous de les mois, réflexion sera terminé? Vous aurez tous les mois la réforme. Pour moi, il y a une réforme par mois sur une thématique précise. Quand je l'ai annoncé aux partenaires, ils m'ont dit que c'était ambitieux, mais c'est des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord en fait. La plupart des partenaires que je connaissais par ailleurs voulaient voir ces dossiers avancer. Donc une réforme sur chacun de ces dossiers permettra de faire avancer les choses. En tout cas, tout le monde est d'accord sur le fait que l'offre de soins doit être améliorée. Et justement, à ce propos, votre gouvernement a annoncé l'intégration du premier docteur polynésien en médecine nucléaire au sein de l'ICPF, de l'Institut du cancer, en 2025. Il y a débat autour de l'emplacement de cet institut. On parle du domaine Princesse Hayata, mais aussi du CHPF, au sein même du CHPF. Quel est l'avis du pays sur cette question? L'avis du pays, moi, le nucléaire est au cœur de l'action gouvernementale, pour les raisons qu'on connaît. On sait très bien que le fait nucléaire et la question nucléaire touchent intimement ce gouvernement. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui un moyen, via la médecine nucléaire, de mieux soigner les cancers. Ce sera intégrer l'ensemble au sein de l'ICPF, parce que c'est une question logique. Il faudra faire de la recherche au sein de l'ICPF, mais il faudra prendre aussi les maladies et le traitement de leurs maladies. Je suis ravi que le médecin polynésien revienne et collabore avec nous dans l'intégration. On lui avait fait une promesse d'embauche. On va l'aider à pouvoir aller en Australie. Et quand il reviendra, en 2025, il pourra s'installer. Richard intégrera donc l'ICPF. Il milite également pour l'acquisition d'un cyclotron en complément du TEPSCAN. Sous l'ancien gouvernement, l'acquisition d'un nouveau TEPSCAN était annoncée mi-2023 et celle d'un cyclotron mi-2025. C'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Les TEPSCAN, les cyclotrons sont en cours d'acquisition. Il faudra juste avoir un endroit où accueillir le cyclotron en 2025. Et c'est bien pour ça qu'on avait choisi de changer d'endroit, parce que construire un bâtiment après Hayata va pas mettre un an ou deux, va mettre plusieurs années. On a vu avec le pôle de santé mentale qu'il a fallu quasiment 12 ans pour sortir un bâtiment de terre. L'endroit du centre 15 que l'on connaît tous, la rotonde qui est juste à côté du CHPF, permet d'accueillir ce cyclotron pour pouvoir installer l'Institut du cancer et la médecine nucléaire. C'est entendu. L'Institut Mathilde Flébaud va rouvrir ses portes en septembre. Comment cette réouverture s'organise-t-elle? Alors on est en plein travaux pour désamianter le bâtiment. Néanmoins ça ouvrira fin septembre. Vers le 20 septembre ça devrait ouvrir. On pourra accueillir 15 infirmiers, 15 aides-soignants pour la première promo. Et on essaye de les avoir dans les locaux. Mais à défaut, on a trouvé des salles, on a lancé un appel d'offres pour des gens qui permettront d'accueillir dans leurs locaux et faire la formation ces futurs infirmiers et aides-soignants que notre Polynésie a besoin. Une bonne nouvelle confirmée. Donc, autre sujet brûlant de l'actualité, la fameuse guerre des pharmacies à Bora Bora. Elle oppose la pharmacie historique à une nouvelle officine tenue par un enfant du Fénois. Malgré l'aval du pays, ce dernier se heurte à la réglementation en vigueur. Va-t-elle être modifiée? On est en faveur du retour des Polynésiens. Vraiment, c'est ce qui est le fer de lance de nos envies, de notre politique. Tout ce que l'on peut faire pour les faire revenir, on le fait. On va faire appel déjà de la décision qui a été posée par le tribunal il y a peu. On avait donné l'autorisation le 7 juin, j'avais donné cette autorisation. Il faut savoir que l'ARAS est allée défendre, la directrice de l'agence sanitaire est allée défendre en nom propre directement l'installation et le besoin sanitaire à Bora Bora.
puisque c'était nécessaire d'avoir une deuxième officine. Le juge a tranché d'une certaine façon pour refuser. Mais pour autant, il nous a donné les éléments pour modifier notre réglementation et permettre cette installation que nous voulons au plus vite. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.